Bonsoir. Merci à tous d'être là pour cette conférence de l'atelier de didactique visuelle autour de la scénographie collective, de l'art et du jeu comme au cœur de la sensibilisation culturelle. Donc aujourd'hui, normalement, c'est un peu la suite d'une première partie, mais qui est indépendante l'une de l'autre, qui est là pour vous raconter un peu comment je vois la scénographie comme un outil dans les expositions, mais aussi dans tous les événements ou lieux publics qui permettent de créer du dialogue entre les gens et de faire participer à la vie active de la société ou de sensibiliser à des sujets scientifiques, patrimoniaux, grâce aux outils qu'on a dans la scénographie et l'art pour faire jouer les gens ensemble et s'approcher d'un sujet qui est complexe à comprendre quand on le lit dans un livre exhaustif. Je vous représente le Studio Vaste, même si on a déjà pour certains eu l'occasion de se voir à d'autres occasions. Donc c'est un studio de scénographie que j'ai créé avec plein de merveilleuses collègues. On fait beaucoup d'expositions temporaires, d'expositions permanentes, aussi un petit peu d'installations de scénographie urbaine, ou quelques événements ou aménagements de bureaux quand on nous appelle. Mais le cœur de notre métier, c'est beaucoup les marchés publics et les appels d'offres de concours pour répondre à des commandes. On a plusieurs projets de permanents en cours, certains qui sont ouverts, d'autres pas. Voilà un panel très différencié entre la contemporaine sur l'histoire politique et sociale du XXe siècle à Nanterre, le Muséum d'histoire naturelle du Havre, pour lequel je vais tous les mardis en réunion de chantier qui ouvrira en fin d'année sur la refonte du parcours permanent. Et puis, rien à voir, la galerie des machines agricoles à Nancray, à côté de Besançon, sur l'histoire du machinisme en Franche-Comté. Et il y a une deuxième partie de ce projet qui sera une sorte de maison du parc, de centre d'interprétation sur l'artisanat et l'architecture de Franche-Comté. Et puis, dans les expositions temporaires, j'ai mis à jour la page pour avoir des expositions récentes. Une que j'aime beaucoup quand même sur les territoires de l'eau et des installations à la fois d'artistes contemporains, mais aussi de collections du Quai Branly qui résonnent sur des sujets thématiques. La Chine des temps qui vient de fermer au musée Guimet avec des œuvres assez incroyables, avec parfois de la scénographie qui se fait oublier au profit des œuvres. D'autres où on est un peu plus interventionniste avec un grand bloc de granit et une immersion contextualisante sur les routes de la soie au IXe siècle en Chine. Et puis l'exposition sur les fleurs qui est encore au l'écomusée de la Bintinée à Rennes, où on a eu la chance de faire pas mal de modules ludiques, dont ce qui est pour contextualiser sur les recherches scientifiques autour de toutes les informations sur les fleurs, mais aussi leur acceptation et leur sens dans la société. Et on a travaillé avec une super osiriste qui est sur Rennes, qui s'appelle Estelle Després, la Vannerie des Prés. C'est une reconversion. Et vous allez voir que, du coup, après cette grande rencontre, on l'a fait travailler sur l'atelier Rodin en ce moment même, et elle est en chantier à Paris pour recréer un cocon que je vous montrerai tout à l'heure. Je vous ai mis aussi la dernière exposition qui a ouvert lundi, sur les batteries, parce que ça me semblait intéressant dans le cadre du projet d'une installation pour sensibiliser à un quartier, en l'occurrence de Cronenbourg, ou à des sujets comme la nature et la ville, de voir comment, à partir de la batterie, on pouvait arriver à faire des modules ludiques pour intéresser des gens sur des techniques qui sont extrêmement complexes à comprendre. Et autant vous dire que le vernissage, on a eu le droit au responsable de la chaire sur les batteries qui nous a fait une conférence et graphiquement, c'était pas au niveau, donc on a vraiment tous rien compris. Et on s'est dit, c'est bien comme introduction du vernissage, on comprend quelle est l'utilité de l'exposition et de la synthèse graphique et scénographique qu'on peut faire d'un sujet pour intéresser les gens. Donc là, c'est une petite exposition itinérante et qui a deux rôles. D'une, de comprendre ce sujet, de deux, de dire en quoi le musée des arts métiers a été phare, des arts et métiers, oui, puisque Gaston Planté ou plusieurs personnes qui ont inventé les prémices de la batterie ont travaillé au musée des arts et métiers. Et puis, il y a toute la question de l'acceptabilité de cette technologie par le public, de savoir s'il y a des vrais avantages écologiques, qu'est-ce que ça implique, comment on l'utilise, là où elle a l'intérêt et là où elle n'en a pas. Et ça, cette exposition, elle prend sens dans la société de tourner et d'aller à la rencontre des publics, parce qu'on est plein de préjugés et elle en désamorce certains. Et puis, il y a des sections où même les scientifiques et le comité qui l'a rédigé n'étaient pas d'accord entre eux, donc on met tout ce débat à disposition.
dans des modules autoportants qui sortent de l'expo panneau tout en restant une expo panneau avec beaucoup de textes. On en a parlé aujourd'hui avec certaines, mais on a essayé de donner un petit peu de volume et un petit peu de didactique, d'appuyer sur des boutons, d'aller découvrir certains modules un peu autrement, là, avec une plaque découpée où la vidéo explique tout comment on charge et on décharge une batterie de façon schématique. Voilà pour la présentation de VAST et de mon travail. On va passer de façon plus générale à en quoi l'art et le jeu peuvent nous aider à transmettre un sujet et être un outil de sensibilisation. Je vous ai parlé la dernière fois des cycloscopies qui ont été faites par l'atelier polysémique et c'est drôle parce que je l'avais trouvé sur cette plateforme Social Design que j'aime beaucoup, qui recense pas mal de projets super intéressants. On avait pu en voir plusieurs qui étaient très inspirants. Et j'espère que vous avez eu le temps de chercher, parce qu'il y a des thématiques comme faire le lien ou fabriquer la ville qui sont assez enrichissantes. Et il se trouve que j'ai vu la semaine dernière, vendredi, les deux fondateurs de Polysémique par hasard, après les avoir présentés sans les connaître. Et je me suis retrouvée à discuter avec eux, puisqu'on est sur un projet commun, sans le savoir, puisque l'équipe est énorme. Ils reconstruisent la flèche de la tour nord de la basilique Saint-Denis, qui est prévue pour 2030. Et nous, au pied de l'atelier, au pied de la basilique, à droite, on fait juste un village des artisans et une galerie didactique pour expliquer pourquoi on reconstruit la flèche, pourquoi elle a été détruite, quelles ont été les étapes. Et on a des loges des forgerons, des tailleurs de pierre et un mini chantier pour les enfants où on fait toutes les étapes de la construction d'une flèche à la méthode ancienne mais avec les techniques modernes. Et donc, l'atelier polysémique a tracé sur le parvis la flèche grandeur échelle 1 de ce qui va être construit pendant les 5 ans à venir pour le lancement de la première pierre qui a eu lieu vendredi. Donc, il se trouve que j'ai recreusé leur site internet et que j'aime beaucoup leur façon de décaler un peu la réalité et d'attirer sans raconter tout, mais en essayant de sensibiliser les publics différents avec des gestes dans l'espace public. Et en discutant avec eux, ils étaient tous les deux étudiants de l'AIR en graphisme. Donc la boucle est bouclée et je vous les représente une deuxième fois, du coup, aujourd'hui, pour ce projet commun. Et puis on avait parlé de l'outil de l'art et du jeu aussi pour faire dialogue avec le public, mais aussi pour faire signe et sens. Ces deux images, elles sont intéressantes parce que des gens passent à travers nos lieux conçus et réfléchis pour eux, mais sans forcément l'avoir choisi initialement et être venu pour. Ce qui est intéressant, c'est arriver à capter l'attention et de faire œuvre pour des personnes qui n'étaient pas venues initialement, en s'intégrant dans le paysage existant et en trouvant le ton juste. Alors là, c'est un exemple de la guitare que j'aime et que je déteste en même temps, puisque je trouve que c'est hyper illustratif de faire une expo sur les guitares et de choisir de proposer une scénographie en forme de guitare. Donc moi j'ai beaucoup hésité à le proposer et en fait c'était quand même ce qui était le plus efficace parce que c'était une expo gratuite qui s'implantait dans des halls de passage et personne ne venait pour voir les collections du musée de la musique et du musée de la musique de Barcelone. Enfin c'était une itinérance et en fait ça fonctionnait hyper bien, c'était assez agréable et puis on avait un créateur multimédia qui avait transformé les cordes devant qu'on avait mis en vrai système d'actionnement où en fait ça créait des accords quand on les touchait. Donc les petits et les grands s'approchaient et puis finissaient par découvrir le contenu qui se développait plus dans le temps. Voilà, donc ces espaces comme ça qu'on explore, je pense qu'il faut savoir aussi faire la part et s'interroger, un peu comme sa propre psychanalyse de ce qu'on fait œuvre pour nous, et c'est important de porter son message et son identité d'artiste ou de créatif, mais aussi qu'est-ce qu'on va faire pour les partenaires dont on porte la voix et le thème qu'on nous a confié, et pour les publics qui le verront, est-ce que ça les intéressera? Parce qu'une fois que nous, on est plongé pendant 3 semaines, ou 3 ans, ou 3 mois sur un sujet, on y est sensible, mais il faut arriver d'un clin d'œil à transmettre cette sensibilité-là. Et c'est pourquoi je vous avais présenté ce projet qui est l'Agora comme on se retrouve, qui était un dispositif participatif avec les habitants de la ville d'Évry-Courcouronnes à l'occasion d'un énorme chantier qui avait lieu en face du centre commercial sur la place, au centre de tout le tissu urbain de transport, donc beaucoup de gens qui passent, et on avait réussi à transformer
l'espace par des couleurs, mais aussi par tous ces plots qui empêchent normalement les voitures de rentrer, en assises causeuses qui permettent de créer des conversations aussi entre les gens, de devenir un lieu où on peut se retrouver, où on peut jouer. Alors toute la question, c'est de jouer en ayant des dispositifs qui résistent à la pluie, où on ne perd pas les pions et on n'est pas obligé d'aller chercher des équipements ailleurs. Bon, là, on était quand même obligé d'avoir des raquettes, mais on les avait ficelées sur le côté de la table. Et puis, on a transformé ces tables de ping-pong en ping-pong pipe, qui a été une inspiration qu'on a faite avec l'artiste Laurent Perbos, qui détourne beaucoup les sports pour en créer des œuvres d'art un peu différentes, mais sur lesquelles on peut jouer directement. Parce que finalement, une médiation ludique dans l'espace, elle va toucher les publics différemment selon la façon dont eux aiment bien se comporter ou quelles sont les choses. Enfin, vous savez qu'on peut être visuel, auditif, avoir une mémoire un peu différente les uns des autres. Il y en a qui apprennent en pensant, en réfléchissant, et on le voit dans les projets. On est certain, et j'en fais partie, à avoir besoin d'écrire beaucoup de choses, de savoir quel est le texte, le sous-texte, et pourquoi on fait chaque chose. Et puis il y en a qui sont plus intuitifs, qui ont besoin de faire, de manipuler, de faire des maquettes. Mais je pense que c'est pareil pour les publics. Certains, ils ont besoin d'observer, ils veulent rester contemplatifs et ils veulent pas qu'on leur demande des choses. Ils seront peut-être captés après. Et d'autres, au contraire, ils ont besoin d'échanger, qu'on leur explique, de s'amuser. Donc ça dépend pas que de l'âge des personnes, ça dépend aussi de leur caractère. Et c'est intéressant de le savoir pour voir comment on veut activer certaines choses, qui on touche en particulier, ou comment on peut avoir plusieurs niveaux de lecture pour ces publics. Pour faire ça, il y a plusieurs moyens de générer le dialogue entre les gens, on en a parlé, de questionner, de faire s'interroger pour pouvoir faire un pas de côté et puis ne pas rester dans sa sphère de connaissance initiale, mais pouvoir se décaler un petit peu, et c'est pas facile. Mais aussi de travailler sur les sens pour ne pas être que sur la raison, sur l'intellect, mais plus sur le sensible, parce que ça active justement une façon de se connecter les uns aux autres ou à un sujet différemment. Et puis, vous le savez, en didactique visuelle, évidemment, l'approche visuelle est beaucoup plus efficace parfois que de longs textes, et on retient 90% de l'information quand elle est visuelle. D'où ma tentative de pas mettre trop de texte sur cette présentation, mais qui, sur certaines pages, je me suis quand même un peu lâchée. Comme celle-là, où je n'ai pas pu m'empêcher de mettre ce bloc de texte que j'adore. Je vous en avais parlé rapidement une fois comme une référence. Freeman Tilden, c'est une personne qui m'a beaucoup marquée puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle Interpreting Our Heritage sur les parcs nationaux américains à la base. Mais en fait, toute cette notion, elle balaye tous les sujets dont on a pu parler avec celle de la définition qu'il a donnée du mot interprétation. C'est-à-dire que, en fait, le but, c'est pas juste de donner de l'information scientifique, et une fois qu'on a l'information scientifique, on a un déclic, on se dit, mais oui, bien sûr. On le sait aujourd'hui, il y a beaucoup de déni de l'information scientifique, il y a de la remise en doute. La question, c'est comment arriver à créer un lien avec la personne pour qu'elle soit en capacité d'entendre les informations qu'on a envie de transmettre, mais aussi, si possible, qu'elle passe un moment agréable, puisqu'on n'est pas là pour créer non plus des conditions comme à l'école, au sens classique du terme, mais d'essayer de donner du sens, de provoquer de l'émerveillement, d'éveiller la curiosité, parce que peut-être qu'on peut apprendre très peu de choses au moment T, quand on est devant cette activité, mais avoir envie ensuite de l'approfondir. Et cette interprétation réussie pour lui, ça vient de la capacité à relier les gens entre eux, de provoquer ou susciter de l'envie et de révéler aussi des sens cachés dans le paysage qu'on va voir autour. Et finalement, un module ludique, une médiation, un dispositif artistique, c'est une façon de révéler quelque chose qu'on ne verrait pas quand on passe, avec peu d'attention, surtout si on regarde son téléphone en marchant. Je dis ça parce que j'ai regardé mon téléphone en marchant et que j'ai croisé, et quelqu'un m'a vu tout à l'heure, alors que franchement, je ne pensais pas trouver quelqu'un à l'heure du déjeuner que je connaissais. Le chemin. Quelles sont donc les étapes maintenant pour, une fois qu'on sait ce qu'on a envie de viser comme objectif dans la scénographie ou dans le dispositif artistique ou ludique qu'on a envie de mener, il va falloir le construire. Et du coup, on avait dit que cette fois-ci, ça serait une conférence plus méthodologique sur toutes les grandes étapes. En prenant l'exemple de l'atelier Rodin, je vais vous montrer un petit peu comment d'une inspiration ou d'un cahier des charges, on peut transposer des modules de façon un peu infinie pour transmettre ces thèmes.
Donc je reprends quand même peut-être les étapes de la conception parce que finalement, voilà, c'est comme une mayonnaise. On a plein d'ingrédients dans le diagnostic, dans le cahier des charges initial, et il faut que ça monte, et ça monte pas toujours, ça monte pas tout de suite. Et parfois, il faut reprendre les ingrédients et recommencer à tout mouliner. Donc ce diagnostic, je pense que c'est la phase d'analyse pour comprendre les enjeux du projet. Et à un moment, il faut passer dans la partie esquisse, c'est-à-dire élaborer un récit de notre dispositif, de notre projet, pour chercher là où les formes qui vont soutenir au mieux dans l'espace les principes qu'on a envie de porter. Je pense qu'une fois qu'on a défini ça, c'est intéressant ensuite de creuser et de tester les déclinaisons que ça voudrait impliquer, les matériaux, comment ça résonne avec l'espace dans lequel on s'implante, et qu'est-ce que toutes les contraintes techniques vont faire bouger dans l'intention initiale. Et si ça en fait bouger beaucoup trop, parfois on perd l'intention initiale et il faut repartir à l'esquisse pour le faire évoluer. L'avant-projet détaillé, normalement, on a commencé à tout fixer. Maintenant, il faut décliner, affiner la technique, résoudre les problèmes et puis finaliser l'aspect complet du projet. Le dossier de réalisation, là, dans un projet comme le vôtre, c'est plus rapide, mais nous, on a des demandes de construction extérieure parfois, donc là, ça veut dire tout coter, tout définir, préciser tous les matériaux et avoir affiné l'ensemble des détails qui va permettre de chiffrer le projet et de le construire. Dans le suivi de réalisation, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se jouer pour que le projet soit réussi ou pas. C'est assez essentiel. Tout se joue dans la conception, mais on peut aussi perdre un peu le fil si on ne tient pas la ligne des détails, si on n'a pas cette vigilance, cette persévérance pour le tenir, l'idée initiale, se raccrocher à ça, tout en s'adaptant constamment au contexte et aux aléas climatiques, aux aléas du projet, du budget, du calendrier. Donc c'est une forme de souplesse dans la rigueur qu'il faut avoir, et certains de mes collègues diront que c'est une rigueur dans la souplesse. Tout dépend du curseur de là où on le met, mais on a constamment des questions pendant tout le suivi de réalisation qui nous demandent d'aller vers un autre endroit, soit pour simplifier techniquement des choses, pour le calendrier, pour le budget. Et en fait, le rôle qu'on joue en tant que créateur artiste, c'est de tenir cette ligne artistique. Mais si on le fait de façon butée, personne ne va plus nous écouter et ils vont faire autre chose sans nous le dire. Donc, ce qu'il faut, c'est concilier. Et je pense qu'on a tous des atouts et des apports à faire dans un projet pour l'emmener vers quelque chose de qualitatif. Pendant la conception, mais aussi le suivi de réalisation, il faut tout de suite anticiper la seconde vie. Si on veut faciliter le démontage, mais aussi la capacité de réemploi des matériaux ou du dispositif tel quel, de faire tourner l'exposition pour qu'elle puisse ensuite être présentée ailleurs. Je pense que là, dès la phase d'avant-projet sommaire, ces questions-là, ils doivent s'interroger pour savoir ce qui va être possible ou pas dans une seconde vie pour l'ensemble du projet. Et puis, je vais commencer par la sécurité, l'accessibilité et tous les éléments techniques parce que il faut les intégrer assez tôt et que c'est une contrainte de la vraie vie, mais aussi de la vraie vie des étudiants et des projets pour les rendre possibles. Les étapes de la conception, pour approfondir peut-être un petit peu tout ce que je viens de dire là, je vous renvoyais à ce guide que je trouve très bien fait, très bien illustré, du guide pratique d'un aménagement urbain transitoire dans la ville. C'est assez spécifique, c'est pas exactement celui que je vais vous présenter maintenant sur une exposition plus classique qui est en intérieur. C'est un contrepoint sur les étapes à respecter qui seront pas exactement les mêmes règles de sécurité ou de problématiques de demande d'autorisation qu'on a dans un établissement recevant du public en intérieur comme le projet de l'atelier Rodin. Donc c'est un bon complément et pour une fois tout le livre est lisible sur cette référence qu'est la Méo est mis à disposition. Il a été créé par Olivier Bedu qui fait beaucoup d'installations urbains transitoires à Marseille avec son atelier Le Cabanon Vertical. C'est toujours important dans une présentation de mettre une page floue, surtout quand c'est pour le budget. De toute façon, j'avais pas l'intention de rentrer dans le détail. Maintenant, à l'échelle d'un projet, que ça soit un module ou plusieurs, il faut quand même arriver à décomposer à un moment le coût des matériaux, le coût de la pose, le coût de la dépose, de l'impression signalétique, transposer comme ça quels sont les atouts, quels sont les coûts d'un projet et où vont être les enveloppes de temps qu'on va y passer ou de demandes qu'on a besoin de pose extérieure. C'est une vision du projet qui va évoluer mais qui est intéressante de poser assez rapidement parce que sinon
on peut complètement passer à côté de la faisabilité si on n'a pas un peu conscience de ça. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui à l'étape de vos projets, du choix des matériaux et de la faisabilité des ressources que vous avez et des coûts qu'elles vont avoir. Je passe vite. Le calendrier imparti, c'était pour vous montrer que j'adorais les fichiers Excel et les couleurs. Un très bon calendrier, sans rentrer dans le détail, c'est ce qu'on m'a dit au début quand j'ai fait mes premiers calendriers, c'est un calendrier en escalier. Tant que vos escaliers sont beaux et créatifs, c'est que le calendrier fonctionne. Si l'escalier n'est pas bien monté et pas dans le bon ordre, c'est que les tâches vont pas dans le bon sens. Donc en fait, là, il y a toutes les missions de toutes les personnes qui doivent s'enchaîner et il faut changer les lignes jusqu'à ce que chacun s'enchaîne les uns après les autres de façon logique et que quand il y en ait un qui termine, ça fasse enclencher la mission de l'autre. Parfois, il y a des superpositions de tâches, mais déjà, c'est une clé quand on arrive à faire des escaliers dans les calendriers. C'est une bonne façon d'appréhender les interactions entre les intervenants. Alors, moi, je viens des arts appliqués. Et donc j'adore les trucs hyper techniques et relous. Et je me mets toujours dans des groupes de travail un peu bizarres comme ça, comme chaîne de responsabilité dans le réemploi et assurance, parce que ça permet de creuser des sujets. Donc c'est ce que j'ai fait quand je me suis intéressée à l'environnement, de comment on faisait pour déjouer tous les problèmes de sécurité pour pouvoir créer du réemploi. Et donc, je suis pas sûre que vous aurez un coup de cœur, mais sachez que moi, le site internet sitesécurité.com, ça a été une révélation de ma vie. Donc je vous ai mis des captures d'écran. En réalité, on n'aura jamais de formation suffisamment pointue sur la sécurité et personne ne saura bien nous répondre, mais on aura toujours des gens à convaincre sur tous nos projets, quels que soient les domaines, qu'on va bien pouvoir tenter de faire ça. Et en fait, on n'en sait pas grand-chose. Et le site sécurité.com, il peut quand même essayer d'avoir quelques informations pour pouvoir anticiper une conversation avec quelqu'un qui est expert. Je vous donne quand même quelques clés pour si un jour vous avez envie de vous y plonger. Il faut d'abord trouver quelle est la catégorie où on s'implante. Donc, un ERP, un établissement recevant du public, tous les musées, une salle de spectacle, les immeubles grande hauteur, IGH, les bâtiments d'habitation, les établissements recevant des travailleurs. Bon, ça je connais pas. Les installations classées pour la protection de l'environnement ou autres, à savoir les projets dans la ville. Et après, il y a des classifications avec des catégories selon le nombre de personnes qu'on reçoit. Et en fonction de ces catégories, les règles de sécurité sont plus ou moins fortes, plus ou moins élevées. Donc on parle souvent de choix des matériaux non inflammables, qui sont M1, ça veut dire qu'ils vont ralentir à la combustion. Mais on n'a pas les mêmes règles selon quand on reçoit 500 personnes simultanées ou moins de 19. On n'a pas les mêmes unités de passage dans les portes selon le nombre de personnes qu'on veut recevoir. Si une porte est condamnée dans cet endroit-là, on peut recevoir que la moitié des gens, par rapport à si on a 2 unités de passage et 2 sorties. Donc c'est quand même assez essentiel. Vous, en extérieur, vous n'avez pas ce problème, mais vous pouvez avoir d'autres règles que les unités de passage ou que les matériaux non inflammables qui peuvent s'appliquer à la voirie et à la gestion dans un urbanisme dense comme le vôtre. Donc, j'ai pas exploré l'ensemble de cette catégorie autre, mais c'est intéressant de voir que vous avez d'abord besoin de savoir comment caractériser le lieu où vous implantez, quelle est sa catégorie, et ensuite, quand vous savez quelles règles s'appliquent au lieu, vous pouvez aller chercher quelles sont les règles. Voilà, petit menu pour commencer dans site sécurité pour une bonne petite soirée d'hiver. L'accessibilité, c'est quand même un point assez essentiel. Il y a des gens qui le font dans leur projet uniquement parce que c'est obligatoire. Tant mieux, c'est une porte d'entrée. Mais on peut aussi le faire parce que c'est au bénéfice de tout le monde en général, pas que les personnes qui sont empêchées, mais aussi tous les autres. Depuis que on a mis les normes d'accessibilité et de lisibilité des cartels, les personnes voient beaucoup mieux les textes dans les musées que quand c'était la mode de les mettre en tout petit et dans le noir. Donc même les espaces de repos ou les pauses qu'on crée des assises, ça porte quand même à la possibilité de plus de contemplation, de s'installer, de vivre dans un lieu muséal et pas d'essayer d'augmenter la jauge et de faire sortir les gens le plus vite possible pour que d'autres publics rentrent. Donc on a quand même plein d'atouts avec ces règles, ces normes d'accessibilité. Je vous en ai mis quelques-unes qui sont celles de la visibilité, puisque finalement c'est hyper logique. Si vous en retenez qu'une, c'est la règle entre 90 et 180 cm.
c'est quand même le meilleur cône de vision. On en parlait sur certains projets. En dessous, on voit moins bien. Au-dessus, on voit moins bien. Ça veut pas dire que c'est interdit dans la ville. Ça veut juste dire qu'il faut agrandir et compenser. Donc, en sécurité comme en accessibilité, on peut sortir des normes. Ce qu'il faut, c'est avoir des mesures compensatoires. Donc, on agrandit la typo, on contraste plus, on peut mettre plein de choses en place et on peut discuter ces normes tant qu'on voit comment le résoudre avec une logique qui permet de le rendre quand même accessible. Et notamment, par exemple, les tables, normalement, elles sont toujours au-dessus de 70 cm pour que les fauteuils roulants peuvent s'avancer. Mais il y a plein de cas où c'est pas possible, on a des socles pleins. Il faut trouver quelle est la solution en inclinant les documents à l'intérieur. Il y a plein de pistes possibles pour adapter ça. Comme ça laisse quand même de la diversité dans les présentations. Et puis, il y a la possibilité d'avoir des dérogations, puisque, par exemple, là, on est en train de faire des espaces enfants. Si on met toutes les tables à 90, ils vont rien voir du tout. Donc, il y a plein de cas où on peut demander des dérogations si on sait justifier pourquoi ça nous nuirait plutôt qu'autre chose d'accéder à cela. Super guide qui a été fait par les services publics sur l'accessibilité qui est en ligne sur le ministère de la Culture. Si vous cherchez accessibilité musée, je pense. J'ai pas noté la référence. Je vous propose maintenant de dérouler l'atelier Rodin, peut-être pour vous montrer un peu un exemple concret de toutes ces étapes qu'on vient de voir assez rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un atelier qu'on a gagné en 2022, pas 29, sur concours qu'on a réalisé en 4 mois, mais depuis, c'est la 5e édition qu'on est en train de monter en chantier en ce moment et qui va ouvrir le 5 avril. Donc ça nous a permis de renouveler pas mal de choses. Donc je vais avancer vite sur le cahier des charges initial quand on était en concours et qu'on n'avait pas le droit de parler avec les personnes qui avaient rédigé le cahier des charges. Le but, c'était de toucher des publics familiaux à partir de 3 ans et jusqu'à 10-12 ans pour 50 personnes et d'habiter l'espace d'exposition pendant tous les étés quand il n'y avait pas d'exposition intermédiaire pour toucher plus les Parisiens que les publics touristes. On était juste après le Covid. Le musée Rodin, qui vivait uniquement des touristes et qui avait aucun Parisien qui n'y passait, avait besoin de se recentrer un petit peu plus local aussi pour toutes les contraintes de bilan carbone du transport de visiteurs. Donc il a décidé de refaire une exposition pour les enfants tempo récurrente, tempo permanente. Donc tous les hivers, on les met dans les caves du musée Rodin et tous les étés on ressort, on remonte le projet et on ajoute des nouveaux dispositifs pour faire revenir les publics. Donc ça, c'était la première présentation pour faire découvrir l'art de façon générale, à savoir le modelage, la peinture, le dessin, autour des créations artistiques de Rodin. Il y avait un espèce de mood board d'atelier qui voulait qu'on mette en place autour des outils, qu'on prévoit des résines tactiles, et puis quelques consignes de jeu qui étaient en train de s'implanter sur le dessin, sur la pâte à modeler, et qui étaient préconisées dans le cahier des charges d'une 20aine de pages. L'espace, je vous ai remis une photo, c'est un grand cube blanc avec une verrière. C'était l'ancienne chapelle, donc on a une espèce de galerie sur le côté, et une grande nef et une petite nef, avec 2 hauteurs différentes de plafond. Donc, brainstorming, des photos du musée Rodin à l'intérieur, à l'extérieur, comment on va s'implanter pour donner l'ADN de Rodin pour les enfants, et quels matériaux choisir. Donc ça, c'était une des pages qu'on a rendues à l'esquisse sur la compréhension des enjeux pour dire on a bien compris qui vous étiez et ce que vous attendez. On s'est dit qu'on voulait essayer de faire un atelier du sculpteur, un endroit où on crée, on sort un peu de l'espace d'exposition et on s'inspire du coup de l'atelier de Rodin pour aller arriver à donner un espace un peu fonctionnel pour les équipes. Donc à l'esquisse, on a présenté des implantations avec plein de modules autour de 4 sections, une entrée d'accueil qui fasse sas, quelque chose sur les formes découpées, sur la pâte à modeler, touche à tout, des éléments tactiles en relief, le dessin et une zone plus confidentielle autour des histoires, de la détente et de la lecture pour les plus grands. Et voilà l'esquisse en modélisation 3D pour pouvoir faire comprendre notre projet, la façon dont on allait implanter des mobiliers, faire des identités colorées pour les parties. Et voilà une page qui vous permet de dire qu'on fait exactement ce qu'on a dit en 3D. Donc c'est là qu'on tient le fil et je suis contente de le montrer
que on arrive à peu près dans des projets qui sont très rapides comme celle-là, quand on nous dit OK, qu'on est sélectionné en esquisse, à faire exactement la simulation qu'on avait prévue initialement, en l'ayant conçue juste en 3 semaines et en tenant cette identité. Alors les palettes se sont transformées en tables. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme modification? Les lampes étaient beaucoup plus grandes que celles dans la réalité, qui étaient beaucoup trop petites à l'échelle du site. Mais là, voilà, c'est cette façon de se dresser dans l'espace, mais on a réussi à le faire dans le projet. Dans l'esquisse, on a aussi essayé de détailler toutes les façons dont on allait développer le projet, les modules ludiques et les ateliers. Et on était hyper attachés à faire une grande entrée et une petite entrée pour que les gens qui passent voient tout de suite que c'était un espace enfant. Ça faisait signe. Et c'était aussi le souhait pour dire, vous pouvez lâcher la main de votre enfant à cet endroit-là. Il va passer par une autre porte et aller s'amuser. Donc c'était voilà une dissociation parents-enfants qui a tellement bien marché que les gens ils laissaient les enfants, ils se partaient. On a dû après leur dire qu'ils n'avaient pas le droit de s'en aller pour autant quand même. Voilà, et puis on avait mis des stèles avec toutes les thématiques des sections. Et cette construction, elle est faite avec que des châssis qui se démontent pour pouvoir se stocker chaque année. Et on avait trouvé des rideaux en réemploi de la Lafayette Anticipation et sourcé pas mal de choses pour avoir moins de production de matière possible. Il y a une chose qui n'était pas dans le cahier des charges et qu'on a proposé à l'esquisse, c'est un toboggan. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, si personne ne va avoir envie de venir au musée Rodin juste pour aller dessiner avec des feuilles et un crayon et faire de la pâte à modeler, c'est des activités qu'on peut faire à la maison. Et puis surtout pour se concentrer sur des petites activités. Est-ce qu'il ne faut pas une grosse activité motrice qui permette, selon les âges et les tempéraments, d'offrir autre chose. Autant dire que du coup, on avait une petite fenêtre dans la construction qu'on n'avait pas le droit d'enlever parce que c'était pour le désenfumage entre la petite salle et la grande salle. Et on s'est dit, c'est comme l'entrée, les enfants ils vont passer par la fenêtre et les parents passeront par la porte. Donc le toboggan montait dans la petite fenêtre et on pouvait redescendre de l'autre côté en toboggan dans la deuxième salle. Autant de dire, ça j'avais pas pensé, c'est que les enfants ils étaient en orbite et ils tournaient entre les deux salles en fait, parce que c'est hyper long le trajet pour remonter et redescendre, mais du coup ça courait dans tous les sens, mais c'était assez drôle. Les étapes de la conception, de la 3D initiale, finalement on avance, on implante les éléments, on vérifie les circulations, les implantations. Et puis on développe chacun des modules de comment on va faire pour la table sur les techniques et les matières. Donc là on avait décidé de mettre 4 techniques et il fallait retrouver le lien entre ces 4 sculptures et s'ils étaient en terre, en marbre. Donc il faut quand même calibrer à qui on s'adresse et à quel âge pour chacun des modules pour pouvoir diversifier quand on passe de 3 ans à 12 ans. C'est pas exactement les mêmes publics. On avait un photocall pour encourager à prendre la pause comme certaines positions de Rodin. C'était assez drôle à voir. Et puis je vous montre qu'en phase d'avant-projet, c'est là qu'on commence à détailler les dimensionnements, les quantités, la matière, comment ça s'implante. Et on a proposé des assises qui étaient en réemploi de la tête dans les nuages, qui sont faites à partir de polystyrène recyclé des emballages d'audiovisuel, et avec des bâches qui sont en housse de montgolfière, qui sont déclassées au bout de 2-3 ans, quand elles ont déjà trop volé. Et donc, c'est quelqu'un qui a créé ces dispositifs qui sont super pour le projet et pour pouvoir s'affaler dans le lieu. Une autre des techniques qu'on a utilisées pour que ça soit démontable, mais aussi pour utiliser le moins de matière possible, c'est des assemblages mécaniques qu'on peut monter et démonter, mais surtout on a dessiné les arches, au lieu de les faire en série à la même taille, on a fait tout un travail pour qu'elles soient en gigogne et qu'on coupe le moins de panneaux possible. Donc c'était un peu fastidieux à chaque fois pour retrouver quelle arche va à quel endroit, mais chacune est un peu plus petite que l'autre. À l'échelle du projet, ça se voit pas trop, mais ça a permis d'économiser pas mal de matière dans les panneaux. Et le dernier central, on l'utilisait comme support graphique sur d'autres endroits. Dans le suivi de réalisation, j'aime bien les chantiers, donc je vous ai mis des photos bizarres. Je vous montre là le moment où on ne savait plus du tout dans quel sens il fallait mettre les socles, parce qu'on n'avait pas encore le graphisme. Et c'est là que les plans techniques sont très utiles dans ce désespoir de Tetris, de rectangles les uns par rapport aux autres. Donc c'est la chef de projet qui était en face et on se dit mais dans quel sens ils étaient prévus? On ne sait plus, donc c'est intéressant.
de voir que là j'ai pris mon téléphone, je vous ai mis la photo telle quelle et j'ai essayé de retrouver ce qu'on avait prévu initialement. Donc tous ces plans, au moment où on est en chantier et où ça va très vite, c'est très important de les avoir construits. Et là, je crois que j'étais sur le toboggan en train de me demander pourquoi est-ce qu'on n'avait pas une plateforme de 1 mètre par 1 mètre, parce que c'est les règles quand on arrive en haut d'une plateforme dans un jeu pour enfants avant de redescendre. Donc je crois qu'on est obligé de ragrandir cette plateforme. Ça vous permet de voir aussi tout l'assemblage qui est monté en clips pour que l'élément soit entièrement démontable. Voilà les grands moments de tracé de forme qui, sur le plan, sont hyper rapides à faire, mais dans un espace, quand elles font 12 mètres par 4, sont assez fastidieuses à tracer. Et tous les ans, on les trace à la craie. J'espère qu'ils les ont fait aujourd'hui et qu'ils vont pas me les avoir laissés pour demain, mais je pense que je vais les tracer demain ou pour la prochaine édition. Je regarde le temps, mais ça va. Quelques dispositifs de l'ouverture au public, comme ça vous avez des photos des modules. Là, on a utilisé une vitrine de l'exposition précédente qu'on pouvait pas détruire pour la transformer en vitrine des chefs-d'œuvre des enfants. Donc à moindre frais, en mettant juste des résines de la boutique du musée Rodin, on a transformé toute cette galerie avec tous les dessins qu'ils faisaient en vitrine où ils présentaient. On leur a même proposé des petits chevalets de cartels pour qu'ils mettent leur nom et ce qu'ils avaient voulu faire comme création. Et comme je suis très fourbe et que j'ai des enfants, ma proposition tenait aussi au fait que je pensais que les parents allaient trouver insupportable de devoir emmener la pâte à modeler pour toute leur journée de visite touristique et que c'était quand même une trop belle occasion de laisser ces créations en pâte à modeler pourrie dans la vitrine plutôt que de les emmener. Donc voilà, ça c'était ma solution parce que nous on nous a demandé comment on fait, on les met dans des boîtes, on les met dans des sacs. J'ai dit non, il faut pas qu'ils les emmènent, mais c'est vrai qu'il y en a plein qui voulaient les emmener, c'était la galère. Et puis, ces tables, on les a entièrement faites en matériaux qui sortaient des bennes de Veolia avec une entreprise incroyable qui s'appelle Extramuros, qui allait faire de la marqueterie à partir de chutes de déchets. Et ça crée des objets qui sont hyper beaux et hyper solides dans le projet. Voilà. Je vous passe le plaisir de toutes ces activités, de voir les enfants ensuite jouer avec, tous les problèmes de devoir réparer les éléments, parce que c'est des expos qui sont ouvertes à chaque fois pendant 5 mois. Donc elles sont soumises à rude épreuve des petites mains et de la ténacité des enfants à voir comment ça fonctionne. À la fin du projet, on a créé ce qu'on appelle un DOE, un dossier des ouvrages exécutés avec une notice de montage qui est assez joliment faite par l'entreprise Solide qui a construit ce projet et qui permet chaque année, quand on ressort de la cave, de le reconsulter comme notre notice IKEA à nous pour le remontage du projet. Alors l'après, je vous ai dit comment penser au cycle de vie du projet. C'est quelque chose qu'on avait anticipé dès le début, tout en sachant qu'il y aurait sûrement à remplacer des dispositifs, soit pour renouveler l'attention des grands-parents qui reviennent tous les ans, soit parce que on a besoin de réparer des plateaux, de faire évoluer des thèmes. En 2022, on avait fait cette entrée avec les rideaux dont je vous parlais, avec une inspiration de rideaux ouverts, et ça a pas trop plu à toute l'équipe. Et donc, ils nous ont demandé de changer la deuxième année et de rajouter des traitements acoustiques qu'on n'avait pas pu se permettre la première année. Donc là, vous voyez, on avait des éléments en lino au sol, parce qu'on avait peur que la pâte à modeler, que tout le monde l'abîme, mais du coup, ça faisait un bruit monstre. Donc la deuxième année, on a décidé de rajouter de la feutrine sur ces supports-là. Donc au lieu que ça soit un petit rideau fin qu'on avait en emploi, on a mis de la feutrine absorbante et des moquettes, et ça a hyper bien marché. Ça absorbait vachement de choc et c'était beaucoup plus agréable pour le personnel surtout, qui souffrait un peu des centres de loisirs. En 2023, c'était pareil, mais on a changé un peu l'endroit où on mettait les décorations. Et en 2024, vous voyez là, on a remis le paquet en termes de couleurs et on a rajouté et densifié cet espace qui avait beaucoup de succès. La vitrine des chefs-d'œuvre qui était là, comme elle n'existait plus, on l'a reconstruite à cet endroit-là. Et on a rajouté plusieurs dispositifs de médiation autour du toucher. Là, vous avez vu que l'estrade qui tournait avant le dos aux gens, maintenant elle est face, parce qu'en fait on l'avait fait tourner le dos parce qu'on nous a dit qu'il y aura plein de centres de loisirs, comme ça ils mettent tout le centre de loisirs dans un coin, ils l'assoient sur l'estrade et ils sont tranquilles.
En fait, les enfants, ils se sont toujours servis de cette estrade comme un espace d'acrobranche à se balancer des coussins les uns aux autres. Ça n'a jamais été un espace calme. Donc, quitte à faire ça, on s'est dit on va la tourner dans l'autre sens, comme ça les parents s'assoient et regardent les enfants en train de jouer et ils voient tout l'espace libre, plutôt que de faire une zone où ils sont cachés dans l'autre sens et où ils n'arrêtent pas de monter. Donc, avec le même projet, on a pu quand même renouveler la présentation et changer. Et cette année, l'osiriste qu'on a rencontré sur l'exposition Fleurs à Rennes arrive pour nous construire notre nouvelle idée. On nous a demandé un espace maintenant pour les 3 mois, 3 ans, qui n'existait pas pour l'instant, pour les tout petits. Donc on a décidé de faire un cocon et on a pensé aux cyprès du jardin. Les cônes, vous vous souvenez, dans les inspirations, il y a ces cyprès hyper bien taillés. Donc on s'est dit, on va faire un petit cyprès dans lequel les gens rentrent. Et donc ça, c'est les essais quand elle nous a envoyé dans son jardin les différents essais de tressage, puisqu'il fallait que ça soit très intime, parce qu'on a des lumières colorées qui vont venir comme des nuages à l'intérieur, que ça doit être assez de bas de plafond. Donc voilà, on a validé sur photo les typologies de tressage qu'on allait faire, et elle est arrivée lundi. Elle a commencé cet espace. On a dû changer l'endroit où on mettait la lumière à l'intérieur parce que finalement ça éblouissait, parce que le tressage il est quand même pas assez dense pour des questions budgétaires et des questions techniques où elle a qu'une semaine pour tout tresser. Donc on a fait des petites adaptations avant-hier en photo, mais il va être coincé entre le muret et le socle qui permet de tenir. Et à l'intérieur, il y aura plein d'échantillons à toucher pour les tout petits, au sol, sous les pieds, et puis sur les côtés, on a mis tous nos échantillons du Studio Vast qu'on avait testé, les morceaux de feutrine de l'année dernière, les bouts de moquette, et ça fera comme une espèce de tapis d'éveil. Je reviendrai l'année prochaine pour vous montrer des photos avec le projet ouvert. Et puis, le cycle de vie, c'est aussi de voir plus loin. On a la chance de faire un espace famille, comme au musée Rodin, mais au musée de l'Homme, sur les Néandertals et les Homo sapiens. Rien à voir, mais on active un peu les mêmes dispositifs, à savoir qu'on aura un accueil et une entrée pour poser ses sacs et s'installer et voir et mettre des patères. Et on est en train de faire des petits couples entre eux pour qu'ils récupèrent tous les dispositifs du vestiaire de l'atelier Rodin, puisque normalement c'est la dernière année qu'on le présente et qu'ensuite ça sera des travaux dans ces espaces. Donc j'espère qu'on va pouvoir réemployer pas mal de choses dans les banquettes dans le prochain projet. Donc je recycle aussi mes idées. Et puis je vous ai parlé de plusieurs dispositifs de la démarche d'éco-conception qui ont été mis dans l'atelier Rodin parce que c'est à penser dès la conception, donc je pense que c'était important de revenir dessus à la fin du projet pour voir ce qu'on avait mis en place. L'atelier Extramuros dont je vous parlais, qui ont fait ces dispositifs de table qui s'emboîtent avec que des chutes qui viennent d'ébène, et ils ont construit ces super tables en kit avec juste des boulons papillons. C'est la façon dont, en tout cas, on a réussi à limiter la matière et utiliser vraiment des bois qui étaient en très mauvais état sur tout ce qui est structure, quitte à remettre sur les parements très visibles des choses qui sont en meilleur état ou neufs parfois. C'est pas à 100% en réemploi. Je vous avais déjà parlé des arches gigognes, des structures comme construites et de l'entreprise solide qui les rend possibles, parce que c'est des demandes qu'on fait aux entreprises, mais c'est de la collaboration technique pour y arriver et trouver les solutions. Et puis, on essaye de sélectionner des peintures qui sont avec le moins d'effets de COV, d'émanation, tant pour les personnes qui les posent, qui sont les plus à risque, puisque c'est eux qui, chaque jour, sont en chantier avec ces peintures ou avec ces bois. Donc, c'est important aussi de respecter les entreprises de réalisation et de recommander des choses qui sont pas nuisibles pour leur santé. Et on sait que pour les menuisiers, tout ce qu'on utilise comme médium, c'est hyper mauvais pour les poumons et pour les maladies à long terme. Mais aussi, c'est plus facile de le faire passer quand c'est un espace pour enfants, de faire très attention à tout ce qu'ils vont pouvoir lécher, toucher avec leurs doigts. Et donc, on a sélectionné des marques de vernis et de peinture qui sont les plus saines possibles. Je vous le dis très concrètement, ce vernis n'a pas du tout tenu. On a dû le reponcer et en mettre un terriblement nocif. Mais on a essayé une fois, mais ça tient pas du tout pour 5 mois et pour 5 ans.
Donc en fait, là c'est pour l'instant c'était une erreur, soit c'est pas assez mature dans le développement de ces produits pour l'instant et peut-être qu'ils vont y arriver, je le souhaite fortement et c'est bien de les encourager en les essayant et en testant et en ayant des retours d'expérience parce que si on les lance pas sur le marché, ça va pas pouvoir marcher, ça va pas pouvoir se développer. Mais ça vaut quand même plus le coup de mettre un produit très nocif pour la santé mais très résistant une fois pour les 5 années que de reponcer tous les ans et devoir le refaire. En vrai, on a quand même une économie de matière. Donc là, c'est des curseurs qui sont complexes à choisir mais qui sont des choix qu'on doit faire écologiques pour essayer d'activer le plus de leviers de l'éco-conception pendant le projet, pendant sa phase d'étude, mais aussi pendant sa phase de construction, en anticipant évidemment la façon dont on va limiter les chutes de poids dans les découpes et la façon dont on va pouvoir réemployer toutes les choses après dans d'autres usages. Mais je pense que je vous détaille pas toutes ces méthodologies. Elles sont assez logiques, c'est juste que, et je vous en ai déjà parlé, les points positifs en tout cas, c'est que malgré un projet très très court, on a fait énormément d'interventions éco-conçues étonnamment sur ce projet de très faible durée, alors que souvent on dit qu'il faut beaucoup de temps. Mais en fait, en ayant peu de temps, on n'arrivait pas à approvisionner des matériaux neufs, donc ça nous a permis de faire passer des devis un tout petit peu plus chers en réalisation qui avaient accès à ce matériel et ces ressources dans les BEM. Donc ça a été un des avantages. Et puis surtout, on a pu sélectionner des entreprises rapidement sur devis avec une grande bienveillance et en faisant passer des gens qui étaient de l'économie sociale et solidaire, en travaillant avec eux pour résoudre des problèmes sans faire exactement toutes les étapes que je vous ai dit dans l'ordre sur un temps long. Mais ça a accéléré aussi des prises de décision pour aller un petit peu plus loin. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas hyper bien communiqué sur le projet, mais c'est pas grave, on n'est pas obligé de toujours communiquer sur le fait qu'on fait des efforts pour faire les choses autrement. Ça va se faire au fur et à mesure et ça va devenir logique après d'éco-concevoir les projets. Et que ça repose quand même sur l'énergie et la capacité des gens à se déployer dans des temps très rapides, très efficaces et d'accomplir un petit peu des miracles qui sont minutés dans le temps et que les services juridiques et administratifs sont, eux, beaucoup plus en difficulté pour tenir ces miracles de faire passer des devis rapidement, de signer des bons de commande, comme nous, on le demande aux personnes en construction qui sont assez incroyables. Pour finir sur l'éco-conception, on va revenir en macro sur la méthodologie. Je trouve que c'est toujours important de faire des gestes, même s'ils sont pas suffisants, même si ça résout pas tout, parce que c'est quand même une des meilleures façons de les tester et de les faire advenir, que ça soit des gestes artistiques, des gestes techniques ou des tentatives de travailler autrement l'éco-conception de nos projets. Donc, je reste idéaliste et utopique pour pouvoir participer à plein de groupes de travail, comme l'Augure Lab Scénographie, qui a été fondé en 2020, et qui travaille à essayer d'éditer des guides vraiment pour les scénographies d'exposition et de théâtre, pour voir comment travailler autrement. Dont ici dans les recherches et les travaux du lab, vous trouverez ce merveilleux sujet sur l'assurance et la chaîne de responsabilité dans le réemploi que j'ai pu proposer. C'était pas ma conférence la plus sympa et la plus illustrée, mais c'est intéressant pour arriver à déceler et déficeler tous les blocages qu'on peut avoir avec les bureaux de contrôle qui empêchent parce qu'on n'a pas la qualification en termes de sécurité des matériaux qu'on réemploie. Je vous invite à aller voir l'ecotech.fr. Il y a des abonnements, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont en ressources gratuites en ligne, et on travaille à mettre le plus de projets possible que on découvre, de matériaux et de techniques en ligne au fur et à mesure. Et alors, évidemment, il y a l'atelier Rodin dont j'ai rempli la fiche, qui est dedans avec les acteurs qui ont travaillé sur le projet, des photos, parce que je pense que ces projets sont inspirants pour d'autres scénographes, mais aussi surtout pour d'autres clients ou musées, pour dire que c'est possible et qu'on peut tout à fait ouvrir un espace au public en réemploi sans bloquer la responsabilité et la sécurité des personnes. Vous trouverez aussi plein de choses, de méthodologie sur le cycle de vie des projets, pour penser à toutes les étapes aux intervenants qui vont avoir des questions à se poser sur comment optimiser la durée de vie et la production.
Et puis, je vous ai mis cette référence sur Qui-Culture, qui a quand même un guide qui est très très bien fait sur les matériaux, sur la hiérarchie des déchets, sur beaucoup de choses qui intéressent la scénographie ou la participation au projet culturel. Celui de la hiérarchie de ce qui est le plus désirable ou moins désirable pour prendre des décisions entre refuser de faire ce projet ou refuser de faire de cette façon, ou réduire après l'impact qu'on a. Et puis après, dans l'ordre des priorités, réutiliser, réemployer, recycler, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces Merci. Alors effectivement, c'était la page où je disais que sur chaque projet, on essaye d'activer des leviers de l'éco-conception qui sont possibles à tel endroit et sur tel projet. C'est pour ça qu'on n'est pas prêt d'être au chômage, même si l'économie de la scénographie culturelle est assez difficile. En réalité, il n'y a pas de solution magique. Il y a sur chaque projet, en fonction de l'ADN des équipes, des ressources, des budgets, de l'environnement qui est autour, il y a des choses qu'on peut activer. On ne peut pas toutes les faire partout. On a plus ou moins de résistance ou plus ou moins d'aide pour le mettre en œuvre. Mais maintenant, de plus en plus, les cimaises, les constructions de murs ou de mobilier sont réfléchis et dessinés pour un temps long. On le faisait déjà avant, en réalité, tous les capots de vitrine, tout ce qui était à forte valeur ajoutée, on s'arrangeait pour pouvoir les conserver. Maintenant, on essaye d'amplifier ça en ayant des techniques d'assemblage de cimaises, d'assumer, par exemple, un élément essentiel, c'est d'assumer d'avoir des joints creux entre les panneaux, comme les panneaux acoustiques qu'on a là, contrairement aux cimaises, parce que ça permet un démontage et une réutilisation beaucoup plus facile que quand la règle esthétique et élégante, c'était de mettre des joints enduits au plâtre. Et alors là, on n'arrivait pas du tout à récupérer les panneaux avant. Maintenant, il y a de plus en plus d'expositions, en tout cas sur des thématiques, peut-être pas toujours dans les beaux-arts quand on présente des chefs-d'œuvre du musée d'Orsay, mais sur certaines, on peut complètement assumer d'avoir un rythme de joint qui est très fin et qui participe complètement qui peut être assumé dans la scénographie d'une façon ou d'une autre, et qui permet de faciliter le réemploi. Mais il faut changer un tout petit peu le regard et des commanditaires et des publics dans l'acceptabilité des référents. Maintenant, on a de plus en plus d'expos en bois. Avant, l'idée, c'était d'avoir des murs blancs ou des murs noirs, d'être dans le sombre. Donc, je pense que ça, on fait évoluer comme un petit peu la culture commune de ce qui est pour aller plus loin. Moi, j'ai une question, ce serait sur le nombre de personnes impliquées dans le projet du Studio Vast. Enfin, en fait, vous travaillez à combien ? Et est-ce que vous êtes toutes scénographes ou est-ce que en fait il y a chacun un peu sa spécialité et est-ce que c'est toujours le même nombre de personnes qui y travaillent ou vous êtes un groupe un peu je sais pas comment dire mais ouais, évoluable. Très bonne question. Donc on est 9 personnes maintenant, mais pas toutes à plein temps. Donc en équivalent en temps plein, on doit être 6 ou 6,5. Il y a une personne qui est là une journée par semaine pour le développement du studio, pour l'administratif, pour des éléments de communication, de candidature, qui est mon associée Sophie Rouillet. Et il y a et ensuite il y a une personne qui fait plus du multimédia, qu'on appelle plus en conseil selon les projets. Sur l'expo batterie, c'est lui qui a fait tous les dispositifs multimédia et qui les a co-conçus. Il a eu beaucoup de travail sur Rodin, beaucoup moins. Hein, c'est beaucoup plus physique que numérique. Et ensuite, on est 6 à peu près en créa et en suivi de projet. On travaille toujours par binôme parce que c'est plus agréable, que ça va plus vite et qu'on a énormément de projets simultanés. Donc, ça permet de se renforcer, de lisser un petit peu la charge de travail quand il y a des gros rendus. Parfois, on se met à 5 sur le même projet quand c'est des permanents qu'on doit rendre avec 4000 œuvres à détourer. Et d'autres fois, les personnes sont plus en autonomie. Mais en général, on est toujours 2 parce que c'est agréable quand la réunion s'est mal passée d'en débriefer. Et c'est agréable quand on passe un concours d'y aller à 2. Mais on est toutes indépendantes en statut à la Maison des Artistes ou en auto-entrepreneur. Et on a une structure qui nous rassemble et auquel on facture, et la structure Vast facture les projets. C'est difficile en scénographie d'institution publique d'être salarié. Sur le projet de l'atelier Rodin, vous en avez parlé dès le début qu'il y avait ce truc-là de tampon permanent, voilà. Et comment ça se passait niveau place ? Enfin, genre, ils vous ont dit au début, l'expo doit rentrer dans telle taille dans notre cave, ou est-ce que comment ça se passe l'évolution des contraintes techniques, en gros ? Est-ce que c'est très clair depuis le début ou est-ce que ça évolue ? Alors, dans ce
ça doit l'être. Tu as raison que c'est normalement l'objectif de nous dire exactement quel va être le cadre du projet à long terme. C'était pas dans ce cas-là parce que c'est le service de la médiation des publics qui font normalement des activités plus que des expositions qui mènent ce projet, qui n'avait pas du tout cette expérience du cahier des charges et du programme qu'on devait recevoir. Mais on savait qu'il fallait le conserver. On savait pas du tout où. Ils ont un espace à Meudon. Sinon, on avait envisagé un coût pour l'entreprise de stockage dans les ateliers de l'entreprise de construction. Au cas où ils ne trouvent pas d'endroit. Et au final, en fait, tout d'un coup, on a découvert un énorme couloir sous le jardin du musée Rodin avec plein de caves. Et ils ont vidé toute une cave de prospectus anciens pour que ça rentre. Mais ça rentrait tout juste. On a eu du mal à dégager un espace de passage pour la sécurité au milieu, puisque c'était quand même une zone de traversée. Mais on a empilé. Et est-ce que tu as d'autres idées? Tu parlais des arches en cigogne. Est-ce qu'il y a eu d'autres trucs qui vous ont permis de gagner de la place et les meubles un peu... Que tous les meubles se démontent, qu'on garde pas les structures comme ça. Toutes les strates deviennent juste un paquet de planches de bois assemblables. On a des clips qui permettent de les mettre et de les enlever, pas des vis, parce que les vis ça s'abîme et on finit par plus réussir à les accrocher plein de fois de suite. Donc c'est des Tenso clips qui sont en plastique, mais qui permettent plein de montages récurrents. Et ensuite, l'avantage, c'est que tous les coussins qui prenaient une place folle ont fini par se vider et se tasser. Donc, on est obligé de recommander du polystyrène pour les re-remplir chaque année. Mais au moins, ils prennent moins de place à chaque stockage. Merci à vous. Bonne soirée.